Monsieur Kras a servi à la présidence de la République au commandement militaire du Palais en qualité de réserviste et nous avons à lui poser quelques questions pour éclairer la Commission sur le fonctionnement de ces services en charge de la sécurité du Palais présidentiel qui sont des services qui relèvent de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense pour le recrutement des collaborateurs qui y servent, pour la gestion de leurs moyens, des carrières et pour leur organisation. C'est seulement à ce titre que nous recevons aujourd'hui Monsieur Kras. Monsieur Kras, vous aviez demandé le huis clos comme la législation le permet. Cette demande a été soumise à l'appréciation de la commission des lois qui en a délibéré ce matin avant de procéder aux auditions et qui n'a pas souhaité accepter le huis clos dans un souci de transparence, toutes les autres auditions ayant eu lieu en public. Néanmoins, je vous rappelle qu'une audition n'est pas une comparution, qu'ici nous n'instruisons aucun procès, que nous ne prononçons aucune sanction et que les questions que nous avons à vous poser ne sont en réalité pas des questions qui touchent à des faits qui pourraient vous être reprochés. Nous attendons de vous simplement que vous nous apportiez de manière coopérative un éclairage pour une audition qui n'est peut-être pas la principale parmi toutes celles auxquelles nous avons eu l'occasion de procéder et auxquelles nous continuerons à procéder. Alors, je suis obligé, et je l'ai fait pour toutes les personnes auditionnées, de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission des lois doté des prérogatives d'une commission d'enquête serait passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et je vais vous inviter à prêter serment. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Souhaitez-vous, Monsieur Kras, vous exprimer avant que nous vous posions quelques questions? Ça n'est pas nécessaire. Très bien. Alors, je vais demander maintenant à Monsieur Jean-Pierre Sueur ou à Madame Jourda. Madame Jourda, dans ce cas, c'est Madame Jourda qui va poser les premières questions, de vous poser quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kras, pouvez-vous nous indiquer quelles sont votre formation et votre parcours professionnel, notamment en matière de sécurité et de protection rapprochée, s'il vous plaît? Monsieur Kras. On m'entend ou... Mon parcours professionnel débute en 1996, où je deviens enseignant en français et en histoire géo dans un CFA. J'étais enseignant pendant 9 ans. Au préalable, j'avais effectué mon service militaire dans l'armée de l'air, dont j'ai été réserviste jusqu'en 2005, où en 2005, j'intègre la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, dans le département de l'Eure, donc la gendarmerie départementale. Voilà. Oui, allez-y. Je peux continuer. J'ai eu aussi une formation, j'ai passé un DUP, diplôme universitaire professionnel, dans la sécurité privée, dans le métier d'enquêteur privé, Panthéon-Assas, Melun. Madame Jourda. Oui. Dans quelle mesure avez-vous été associé à la campagne du candidat Emmanuel Macron? Était-ce comme prestataire ou comme salarié? Et quelle était la nature de vos prestations? Monsieur Kras. J'étais associé donc à la campagne présidentielle du candidat Macron à partir de fin septembre, octobre 2016, en tant que bénévole dans un premier temps. Mais mon rôle était dans un premier temps d'accompagner le service d'ordre. J'étais avec Monsieur Benalla, donc, qui était dans le service d'ordre. Je recrutais notamment les bénévoles du service d'ordre. On avait fait un appel à volontaires sur la base des listes d'adhérents que nous avions. Et nous avons ainsi recruté et formé des bénévoles pour assister le service d'ordre lors des meetings et pour assurer l'accueil, j'insiste sur le mot d'accueil, au quartier général de la Bégrou à partir du moment
où nous nous sommes installés là-bas le 15 novembre 2016. Je vous remercie, Madame Jourda. Oui, alors là, c'était dans un premier temps, vous nous avez indiqué comme bénévole et ensuite Oui, vous avez ensuite, changé de fonction. Voilà, j'ai été prestataire pour La République, enfin En Marche à l'époque, et le 1er juillet 2017, je suis devenu salarié de En Marche, donc après la victoire présidentielle. Je vous remercie, Madame Jourda. Oui, c'était précisément le sens de ma question suivante. Depuis quand étiez-vous employé au sein du mouvement de La République En Marche? Qui vous avez recruté et quelle fonction exerciez-vous? Monsieur Kras. Donc j'ai été présenté par Monsieur Benalla, donc qui était rentré antérieurement au sein du mouvement. Il m'a, comme nous nous connaissions depuis 2009, il l'a dit tout à l'heure, je l'ai rencontré dans le cadre de sa préparation militaire de gendarmerie et nous nous sommes toujours suivis amicalement. Il m'a proposé de rejoindre les rangs d'En Marche. Et bien sûr, ce n'est pas lui qui a décidé de tout. J'ai été adoubé par les gens qui faisaient partie du staff, voilà, pour m'occuper. Donc mes fonctions, vous me posiez la question de mes fonctions, pour m'occuper notamment de la gestion des bénévoles au sein du QG de la Bégrou, qui avait pour mission d'assurer l'accueil des gens qui venaient, et on a eu beaucoup de visites pendant la campagne. Donc assurer l'accueil et regarder si toutes les personnes qui accédaient au QG, il y avait quelque chose à faire. Voilà. Madame Jourda. Alors, dernière question qui en comprend plusieurs. J'aurais souhaité savoir dans quelles conditions vous aviez rejoint en qualité de réserviste le commandement militaire du Palais de l'Élysée. Si vous aviez été recommandé ou appuyé pour cette affectation. Ensuite, combien de fois vous aviez été convoqué en tant que réserviste à l'Élysée, pour quelle mission? Et si votre hiérarchie au sein du mouvement de La République En Marche était informée de votre emploi en tant que réserviste à l'Élysée? Ça fait beaucoup de questions, je vous écoute. Allez-y. Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions en formulant une réponse globale. Donc je rencontre la première fois le général Biofarina au mois de septembre 2017, sur la recommandation d'Alexandre Benalla, puisqu'il y avait comme projet de monter une structure de réserve au Palais de l'Élysée. Structure de réserve donc, qui doit permettre de gonfler les effectifs des gardes républicains qui sont des militaires d'active. À chaque fois en fait, qu'un réserviste intervient, il est en trinôme avec 2 gardes, si vous comprenez le sens de ma réponse. Donc le but, c'était de pouvoir gonfler les effectifs sur des événements particuliers, tels que les journées du patrimoine, mais aussi au quotidien, puisque les effectifs fournis de la garde républicaine sont des fois, je ne vais pas dire insuffisants, mais là, ça permettait d'avoir un peu plus de volume. Je crois que M. Benalla l'a dit tout à l'heure, tous les palais de la République ont des réservistes. Notamment le Sénat, vous avez des réservistes qui viennent du 2e régiment d'infanterie. Donc là, le but était de proposer, sous forme d'appel à volontaires, aux réservistes du 1er régiment d'infanterie de venir rejoindre le Palais de l'Élysée. Et avec une particularité, c'était que cette mission élyséenne devait être exclusive de tout autre pour des raisons de confidentialité. Donc je rencontre le général Biofarina, nous discutons autour de ce projet. Il me confie donc la mission de monter cette structure de réservistes. Mais moi, à cette époque-là, je suis réserviste dans la départementale en RGHN, région de gendarmerie de Haute-Normandie. Donc il a fallu faire transférer mon dossier, ce qui a pris un peu de temps, puisque l'administration militaire prend son temps pour faire les choses dans l'ordre, on va dire, pour ne pas précipiter les choses. J'ai commencé ma première journée de réserve au Palais de l'Élysée le 10 novembre 2017. J'ai fait le 10 et le 11 novembre, qui étaient des journées de découverte, on va dire, les plus exhaustives possibles du palais et des services, pour bien m'imprégner. Ensuite, nous avons reçu des candidats réservistes donc, qui venaient du 1er régiment d'infanterie et qui étaient intéressés par cette mission. Donc ils ont eu plusieurs filtres, un premier filtre avec moi et un autre officier donc du SCE. Le SCE, c'est le service de contrôle des entrées.
qui dépend du commandement militaire. Et la mission principale, de toute façon, de ces réservistes est de travailler au profit du service de contrôle des entrées. Donc, premier filtre. Ensuite, le deuxième filtre, une validation par le général Biofarina lui-même, qui étant l'autorité hiérarchique la plus haute, veut connaître tous les gens qui vont travailler pour le commandement militaire. Donc les gens apportaient leur CV et étaient entendus, écoutés, on leur posait des questions, et s'ils donnaient satisfaction, ils intégraient. Après, ils avaient quelques journées d'observation tout de même. Voilà. Madame Jourda. Oui, vous n'avez pas complètement répondu aux questions, mais elles étaient nombreuses. Oui. Donc je me permets de les reformuler. Je vous avais demandé combien de fois vous avez été convoqué en tant que réserviste? Alors, j'ai été, il me semble, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais une quarantaine de fois. Je dirais entre 40 et 50. Dans ce nombre de jours de réserve que j'ai effectué 17 jours en Bourgogne pour encadrer une PMG. En fait, j'étais le chef de détachement. Excusez-moi, il faut que vous nous disiez ce que c'est qu'une PMG. Je parle beaucoup par acronyme. Dans l'armée, enfin dans la gendarmerie, c'est un peu comme ça. Préparation militaire de gendarmerie. C'est-à-dire qu'on prend des jeunes volontaires issus du civil, qui n'ont pas de formation militaire, puisque le service militaire n'existe plus. Et qu'en un certain nombre de jours, on va les amener. C'est une formation qui est très intense. Il n'y a pas de temps mort, je peux vous le dire. On va les amener à être au premier stade, on va dire, premier stade opérationnel, pour qu'ils puissent s'intégrer après une unité. Mais le principe dans la réserve opérationnelle, c'est que la formation est continue. C'est-à-dire que les gens sont toujours testés, les gens sont toujours formés. Le tir est obligatoire une fois par an. Si vous n'avez pas votre tir validé, vous ne pouvez plus travailler. Donc, je reviens sur mon propos. Donc j'ai fait 17 jours en Bourgogne, à Dijon, sur la base aérienne, enfin l'école de gendarmerie de Dijon, qui est sur l'ancienne base aérienne, pour former un détachement de gardes républicains, ce qui m'a permis de sélectionner, enfin de présélectionner des candidats potentiels pour la garde de l'Élysée, pour la CSPR. Là, encore un acronyme, Compagnie de sécurité de la présidence de la République. Madame Jourda. Oui, et donc la dernière question était, votre hiérarchie au sein du mouvement La République En Marche était-elle informée de votre emploi en tant que réserviste à l'Élysée? Je n'en faisais pas secret. Donc oui, je pense que tout à fait, ils étaient tout à fait au courant de mon activité au Palais. Je vous remercie. Monsieur Jean-Pierre Sueur. Merci, Monsieur le Président. Suite aux questions de Muriel Jourda, si je comprends bien, les 14 réservistes qui étaient recrutés par le général Biofarina n'avaient pas une mission clairement définie. C'était une série de missions qui étaient définies de manière aléatoire ou alors, Monsieur le Sénateur, au jour le jour, ou est-ce qu'il y avait une mission précise? Monsieur le Sénateur, je vais préciser que tous les réservistes, donc les 14 réservistes, travaillent exclusivement au profit du SCE, Service du contrôle des entrées. C'est-à-dire que tout le monde ici, je pense, connaît le Palais d'Évreux. Vous avez la loge d'honneur qui donne sur le faubourg, vous avez la loge Est, la loge Ouest, vous avez des emprises extérieures, mais qui sont dans le périmètre à Marigny ou sur la rue de l'Élysée. Donc ces jeunes réservistes travaillaient exclusivement au profit du contrôle des entrées de ces différents points. Donc la mission en Bourgogne était exceptionnelle. Pour moi, elle était exceptionnelle. Pour eux, non. Pour eux, en fait, c'était leur formation initiale. D'accord. Ah oui. C'était le premier SAS de leur formation. D'accord, très bien. Je voulais vous poser deux autres questions. Lors de vos travaux au sein du commandement militaire de l'Élysée, aviez-vous à traiter pour les missions que vous exerciez avec M. Alexandre Benalla? Alors, avec Alexandre Benalla, que je ne voyais pas tous les jours parce qu'il n'avait pas du tout le même emploi du temps que moi, on se côtoyait, on se voyait, on se croisait. Mais par exemple, je n'ai aucun souvenir d'avoir eu le temps de déjeuner avec lui un midi lors de toutes mes journées, puisque j'étais moi-même
J'étais moi-même assez occupé, et lui aussi, mais c'est arrivé, bien sûr, mais on n'a jamais eu le temps même de déjeuner ensemble. Donc vos relations étaient purement informelles et amicales? Oui, parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique au sein du palais entre lui et moi. Je dépends entièrement du commandement militaire, et donc du général Biofarina, et donc des autres officiers qui étaient... Mais vous avez une bonne connaissance de M. Benalla? Tout à fait, nous nous connaissons depuis 2009. Alors, est-ce que, à votre avis, parce que vous savez, nous posons beaucoup de questions et nous recherchons, vous le savez, nous-mêmes, la vérité, le plus possible, de nous approcher de la vérité, de regarder les dysfonctionnements qui ont eu lieu, de voir les propositions que nous pouvons faire. C'est notre travail. Est-ce qu'à votre avis, il exerçait des missions d'organisation, de déplacement exclusivement, ou est-ce qu'il exerçait des missions de police et de sécurité? Alors, monsieur le sénateur, je pense que vous avez auditionné beaucoup de monde très longuement monsieur Benalla ce matin et qu'il a eu tout le loisir de répondre à cette question. Moi, je me réserve le droit de ne pas y répondre. Très bien, mais puisque vous le côtoyez, que vous le connaissiez, vous avez peut-être une idée sur la question? J'ai forcément une Puisque idée, vous mais... devez, vous savez, dire la vérité. Je dis la vérité, mais je ne suis pas monsieur Benalla, je suis monsieur Kras. Oui, d'accord, mais voilà. Vous avez une connaissance du sujet Bien sûr. que je vous pose. Et vous pouvez répondre en toute sincérité. Ça ne me concerne en rien, monsieur le sénateur. Oui, au fond, monsieur Gras, vous estimez que de votre balcon, de l'endroit où vous étiez, vous ne pouviez pas apprécier la réalité de la fonction de monsieur Benalla. Je ne connais pas sa fiche de poste, je n'ai pas lu son contrat de travail, donc je ne vais pas me risquer à dire des approximations. Très bien, oui, on mais peut le quand comprendre. même, monsieur le Président, excusez-moi d'insister, vous étiez à l'Élysée, vous le connaissiez bien, vous pouvez nous dire si ce qu'il faisait, et on nous a, vous savez, on nous a tout dit, et donc nous devons rechercher la vérité. On nous a présenté, je l'ai déjà dit plusieurs fois, comme une sorte, vous savez, de gentil organisateur de voyage, comme dans une organisation célèbre. Il est très gentil, je vous le confirme. Non, mais je ne porte pas de jugement, moi, sur ce sujet. Voilà une information, en tout cas, que vous nous avez donnée. On a eu des éléments qui ont montré qu'il avait des fonctions de sécurité, à commencer par le permis de port d'armes. Donc, vous saviez bien les choses quand même. Vous ne pas vous dire je ne savais rien. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Monsieur le sénateur, même si je sais ces choses, je ne vous y répondrai pas. Très bien. Écoutez, je prends acte de votre réponse. Alors, d'autres questions, Madame Jourda? Oui, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Je voulais savoir, Monsieur Kras, si au sein de cette cellule de réservistes, il y avait d'autres salariés, éventuellement de La République En Marche. Et si c'est le cas, comment ont-ils été recrutés? Est-ce par votre intermédiaire? Vous ont-ils été recommandés? Alors, il n'y a pas dans les 14 de salariés de La République En Marche. En revanche, il y a un réserviste que j'ai connu lors de la campagne. Et qui, connaissant ma qualité de réserviste, m'a posé des questions, m'a dit c'est mon rêve depuis longtemps, etc., etc. Et comme c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de former à Dijon et dont je connais la droiture et j'ai pu apprécier les qualités professionnelles pendant cette formation, je l'ai recommandé, oui. Et il a passé, par contre, comme les autres, l'entretien avec moi et avec un autre officier et l'entretien avec le général. Et il n'y a pas eu il n'y a pas eu de passe-droit en aucun droit. S'il avait été mauvais, il aurait été mauvais. On ne prend pas le risque de prendre quelqu'un qui n'est pas au maximum de ce qu'on exige, parce qu'on est quand même au Palais de l'Élysée. Merci. Merci de ces premières réponses. Monsieur Grosdidier. Oui,
On est un peu surpris. Est-ce que c'était, selon vous, une pratique habituelle que ce Benalla nous a expliqué tout à l'heure qu'il fallait ouvrir presque à la société civile les services de protection de la présidence de la République. On pensait jusqu'à présent qu'on avait l'élite des plus professionnels des professionnels, non pas parce que la réserve de la gendarmerie n'est pas parfaitement honorable, on apprécie beaucoup son intervention sur l'ensemble des territoires, mais parce qu'on est là dans les missions les plus délicates qui concernent le sommet de l'État. Qui a au départ manifesté cette volonté d'ouvrir à des moins professionnels la protection de la présidence de la République, et est-ce que ça concerne essentiellement des sympathisants du mouvement politique de la majorité présidentielle, ou est-ce que c'est une pratique très ouverte sur l'ensemble des réservistes de la gendarmerie, indépendamment de toute considération partisane? Alors, monsieur le sénateur, je vais essayer pareil de faire une réponse globale à toutes vos interrogations. Il n'y a pas dans les 14 de sympathie. Enfin, si, il y en a un que j'ai connu pendant la campagne, et c'est tout. Tous les autres sont des gens que j'ai connus soit lors de cet appel à volontariat et qui viennent du 1er régiment et qui étaient déjà des réservistes, soit des gens que j'ai recrutés de moi-même. Enfin, que j'ai pré-recruté, pré-sélectionné de moi-même lors de la préparation militaire de gendarmerie, et je ne leur ai pas demandé s'ils étaient adhérents En Marche. Donc, première question. Deuxième question, vous vous étonnez de la présence de réservistes donc, au palais de l'Élysée. En fait, je ne vais pas parler... je ne suis pas un grand spécialiste des réserves militaires. Mais aujourd'hui, l'état des forces armées, qu'elles soient terre, air, mer, gendarmerie, nécessite l'emploi de réservistes. Parce que on connaît les difficultés. Voilà, on connaît les difficultés que vit notre armée. Je pense que sans l'apport de la réserve opérationnelle, qu'elle soit terre, air, mer, gendarmerie, elle serait encore plus grande. Donc l'apport de réservistes. Moi, j'ai une plus grande expérience de la départementale puisque j'y ai passé 13 ans. Je peux vous dire que l'apport des réservistes est absolument essentiel. Merci de votre réponse. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions à vous poser. L'une, c'est à propos de l'attribution de votre statut d'observateur, qui soulève des questions puisque Monsieur Bruno Roger Petit, alors porte-parole de l'Élysée, nous expliquait que vous possédiez effectivement une autorisation pour être observateur, tandis que Monsieur le général Biofarina a démenti cette information. Comment expliquez-vous ces différentes versions? Et deuxièmement, par curiosité, je voudrais savoir si vous êtes toujours membre de l'AREM, et vu que les statuts de votre parti stipulent que lorsque l'un de ses adhérents commet un acte préjudiciable au mouvement, celui-ci doit être entendu par une commission disciplinaire interne. De nombreux militants ont par ce processus déjà subi une procédure d'exclusion. Qu'en est-il dans votre cas? Alors attends, pardon, je vous prie de m'excuser, et je prie Madame Benbassa de m'en excuser aussi, mais la question sur le titre que vous pouviez avoir ou pas à participer, même en qualité d'observateur, à la présence policière le 1er mai, nous sommes convenus que c'était trop proche de l'enquête judiciaire pour que vous ayez à répondre à ce type de questions. Mais vous devez en revanche répondre à la deuxième question de Madame Benalla, de Madame Benbassa. Merci Monsieur le Président. C'est la réponse que je m'apprêtais à faire à Madame la sénatrice. Pour la deuxième question, est-ce que je suis encore salarié de l'AREM? Non, puisque j'ai été licencié. Le... Alors, est-ce qu'on peut dire le 31 juillet? Parce que j'ai eu mon entretien préalable à un licenciement à 11h, mais à 8h du matin, il était déjà annoncé que j'étais licencié. Bon, donc ça a été un peu baroque. Concernant le fait que je sois toujours militant, je ne sais pas.
Je reçois encore des mails en tant qu'adhérent, donc j'imagine que oui. S'ils décident de ne plus m'en envoyer, je ne le serai plus. Je vous remercie. Madame L'Herbier. Oui, Monsieur Kras, quand il y a une mission à pourvoir, y a-t-il des feuilles de route bien précises et y a-t-il des rapports à rendre au terme de toutes les missions en général? Alors, une mission de réserve se prévoit à l'avance dans les meilleurs délais possibles, quand cela est possible. Mais des fois, ça peut être un peu plus rapide. Toutes les missions font l'objet d'une convocation. On a un logiciel qui nous permet de remplir en ligne la réalité de cette mission, qui doit être validée par l'autorité d'emploi. Parce que si on veut se faire payer, il faut qu'on puisse prouver qu'on a bien réalisé cette mission. Donc il y a des services de gestion qui s'occupent de ça. Moi j'étais notamment, donc je dépendais du 1er régiment d'infanterie à Nanterre. Donc c'est eux qui gèrent et tout a été validé en temps et en heure. Pas d'autres questions? Merci, Madame Trendley. Merci, Monsieur le Président. Juste une précision, Monsieur Kras. On vous a posé la question tout à l'heure. Qui était à l'initiative de constituer cette structure de réservistes au départ? Est-ce que vous le savez? Je pense que c'est le général, en accord, bien sûr, avec les autorités du palais. Et il faut voir, alors je ne veux pas parler à la place et du général Biofarina et du DGGN, du directeur de la gendarmerie nationale, mais je pense qu'il y a l'aspect opérationnel, le renfort opérationnel que les réservistes peuvent apporter qui est très important, et il y a aussi un côté attractivité, puisque la gendarmerie nationale est constamment en recherche de réservistes. Donc, montrer que des réservistes peuvent être intégrés aux palais nationaux et notamment à l'Élysée, c'est une sorte de vitrine qui peut être intéressante. Mais le premier aspect, c'est réellement l'aspect opérationnel qui permet de renforcer les gendarmes d'active qui ont des emplois du temps qui sont assez costauds. Et dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui est absent, ou il y a des permissions à prendre, il faut pouvoir occuper de façon optimum tous les postes. Une dernière question. Lorsque vous effectuiez votre service au titre de la réserve au palais de l'Élysée, vous étiez donc, vous aussi, comme les autres réservistes, préposé à une tâche de contrôle des entrées à l'Élysée. À l'occasion de cette mission, vous n'étiez donc jamais en contact avec le GSPR et vous n'aviez pas non plus d'autres activités au sein du palais. Mon activité principale au sein du palais, c'est le commandement de mes réservistes. C'est-à-dire vérifier qu'ils sont bien à l'heure, vérifier que la prise en compte de leur armement se fasse dans les conditions prévues par les textes, de vérifier, j'allais constamment voir si... Enfin, j'étais pas toujours derrière eux non plus pour les fliquer, entre guillemets, mais je vérifiais auprès des gendarmes d'active, des gradés, si ces jeunes réservistes faisaient bien leur service, s'ils étaient polis, s'ils étaient courtois, puisque c'est ce qu'on leur demande aux entrées. Donc je m'occupais principalement de cela. Après, lorsqu'il y avait des événements type dîner officiel, je me rappelle par exemple aussi du One Planet Summit qui devait être en novembre ou en décembre, je prêtais main forte aux officiers. Alors, on peut le voir sur les images, je suis toujours en civil, puisque les officiers ou les cadres du SCE, nous sommes en civil, alors que les gens qui sont dans les loges, les gendarmes d'active, sont en tenue d'uniforme. Moi, j'étais en civil. Et je prêtais concours, je faisais le même travail que mes camarades d'active qui contrôlent les entrées, quand il y a
gros flux de véhicules qui rentrent. On est là pour vérifier que tous les véhicules sont bien les bons, avec les bonnes plaques d'immatriculation, et que ce sont les bonnes personnes qui rentrent au sein du Palais d'Évreux. Je vous remercie. Si, Madame Marie Mercier. Madame Benbassa, vous aviez déjà posé une question, mais je vais vous redonner la parole. Merci, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous repréciser votre grade exact? Et dans les 14 réservistes que vous aviez, y avait-il des lieutenants-colonels? Alors, vous pouvez répondre, Monsieur Kras. Je suis chef d'escadron, donc ce qui correspond à commandant. 4 barrettes. Voilà. Et dans les réservistes que je commandais, il ne pouvait pas y avoir de lieutenant-colonel puisqu'il aurait été supérieur à moi. Il n'y avait de mémoire que des brigadiers-chefs première classe, ou même ce qu'on appelle des moquettes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore de grade puisqu'ils sont tout frais issus de leur formation. Merci. Madame Sophie Joissens. Oui, Monsieur Kras, Monsieur Benalla a fait état de tensions avec l'administration de l'Élysée tout à l'heure, dans la presse aussi il y a quelques semaines. Et j'aurais voulu savoir si vous en aviez connaissance à l'époque et à quoi vous l'attribuiez. Monsieur Kras. Alors moi, je n'ai aucune connaissance de tensions particulières entre Monsieur Benalla et d'autres personnes. Moi, personnellement, je n'ai eu aucune friction, aucune tension dans mon service. Je pense que vous avez auditionné le général Biofarina qui a pu vous dire qu'en globalité, il était satisfait de moi. J'ai été noté comme le sont les officiers, comme le sont tous les gendarmes tous les ans. J'ai eu une notation plus que satisfaisante. Pas fait état, en ce qui me concerne, d'aucune friction. En ce qui concerne Monsieur Benalla, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, mais à mon avis, non, ça se passait plutôt bien, voire très bien. Il n'y a pas d'autre. Madame Benbassa. Ce sera ma dernière question. Je voulais savoir, Monsieur Kras, à quel titre avez-vous participé à la marche de Madame Knoll? Alors je ne sais pas qui est cette Madame Knoll. Si, la personne qui a été assassinée, une juive. Alors peut-être que vous pourriez dire, avez-vous participé à la marche Négatif. Voilà, très bien. Je n'ai pas participé à cette marche. La question était simple et la réponse est claire aussi. Bon, écoutez, je vous assure que non. Il y a beaucoup de gens je pense qu'il y a une confusion. C'est absolument. Enfin, vous voyez, je vous pose la question en toute bonne foi, qui est Madame Knoll, parce que je ne savais pas. Très bien, je vous remercie. Monsieur Kerrouche. Oui. Monsieur Kras, vous nous confirmez que vous ne portez... Pardon, je vais reformuler ma question. Vous nous confirmez que vous n'avez pas de port d'armes et jamais jugé utile d'en demander? Alors, Monsieur Kras. Je ne répondrai pas à cette question parce qu'elle est en lien direct avec ma défense. Très bien, ça me paraît rigoureux. Il n'y a pas d'autres questions, mes chers collègues. Eh bien, dans ce cas, Monsieur Kras, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir coopéré avec la commission des lois, investie de pouvoir de commission d'enquête. Et nous allons procéder maintenant à l'audition suivante, celle de Monsieur Yann Drouet, en sa qualité d'ancien chef de cabinet du préfet de police.